Elle m'a dit que les conjoints n'étaient pas invités. C'est tout ce qu'il a fallu. Et j'ai souri et dit, c'est bon, chérie. Va fêter ça. Tu le mérites. Et elle m'a embrassé sur la joue, a lissé le col de ma chemise et m'a dit de ne pas l'attendre. Mon nom est Carter Brennan. J'ai 43 ans. Je suis professeur d'histoire au lycée à la Jefferson Preparatory Academy à Columbus, Ohio, depuis 11 ans. Avant cela, j'ai passé 4 ans à enseigner dans un collège sous-financé de l'Est de la ville tout en suivant des cours du soir pour ma maîtrise. Je ne suis pas le genre d'homme qui fait les gros titres. J'ai entraîné l'équipe de baseball junior au printemps. Je corrige des copies à la table de la cuisine le dimanche matin. Je fais un assez bon rôti en cocotte. Ou du moins c'est ce que ma femme Paige me disait. Je suis marié à Paige Brennan depuis 9 ans. Elle est directrice marketing chez Ashford & Cole Consulting, l'une de ces firmes impeccables qui occupent 3 étages de la tour Nationwide au centre-ville de Columbus. Paige est vive, déterminée et vraiment talentueuse. J'étais fier d'elle. Je veux que ce soit clair dès le début. Quoi qu'il se soit passé entre nous, quoi que j'ai découvert le soir de sa fête de promotion, ma fierté pour ce qu'elle avait construit professionnellement était réelle. Elle a travaillé pour tout ce qu'elle a gagné. Mais je m'emballe. La fête avait lieu sur le toit du Méridien, un hôtel sur North High Street avec ses auvents bleu marine foncé et ses guirlandes lumineuses qui faisaient briller l'horizon de Columbus comme dans un magazine. Je le sais parce que j'étais passé devant des dizaines de fois. Je le sais parce que lorsque Paige m'a parlé pour la première fois du lieu 3 semaines avant l'événement, ses yeux se sont illuminés d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Ça va être incroyable, a-t-elle dit en posant son téléphone face contre le comptoir. La firme ne regarde absolument pas à la dépense. On dirait une super soirée, lui ai-je dit. J'ai hâte. Elle a fait une pause d'1 seconde. La plus petite hésitation, comme une rayure sur un tourne-disque. En fait, a-t-elle dit, les partenaires ont décidé de réserver ça aux employés seulement. Pas de conjoint, pas d'accompagnateur. C'est plus un rassemblement professionnel qu'une vraie célébration. J'ai hoché lentement la tête. C'est logique. Mais ce n'était pas logique. Pas entièrement. Parce que 2 mois plus tôt, j'avais assisté au gala d'hiver annuel de la firme juste à côté de Paige, assis à une table avec 3 de ses collègues et leurs maris et femmes. Je me souvenais du carton de placement. Je me souvenais du poulet marsala. Je me souvenais d'avoir serré la main de Derek Ashford lui-même, l'associé fondateur, qui avait passé 10 minutes à me dire quel atout remarquable ma femme était pour son entreprise. Les conjoints avaient été très bienvenus ce soir-là. Je n'en ai pas parlé. J'ai juste souri, lui ai dit de passer un merveilleux moment et j'ai commencé à débarrasser les assiettes du dîner. Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous parle, si quelque chose vous semble déjà familier, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi si vous avez déjà eu ce sentiment calme et terrible que quelque chose ne colle pas, mais que vous ne pouvez pas tout à fait le prouver. Et aimez cette vidéo parce que je vous promets que vous n'allez pas croire où cette histoire mène. Pendant 2 semaines après cette conversation au dîner, je me suis dit que j'étais paranoïaque. Paige était soumise à un stress énorme. Elle travaillait pour obtenir cette promotion de directrice depuis presque 2 ans, et la dernière ligne droite avait été brutale. Des nuits tardives, des appels le week-end. Elle avait manqué la cérémonie de fin d'année de mon école à cause d'une date limite pour un client. Ces choses arrivent dans les mariages. Les gens sont tirés dans des directions différentes. Mais ensuite j'ai trouvé le reçu. Je ne fouinais pas. Je veux être clair à ce sujet. Je cherchais la carte de garantie de notre lave-vaisselle, qui avait commencé à faire un bruit comme si un très petit animal était piégé à l'intérieur. Les cartes de garantie se trouvaient dans le tiroir à fourre-tout de la cuisine, classées dans un petit dossier accordéon que Paige avait organisé lorsque nous avions emménagé pour la première fois dans notre maison à Worthington. Je parcourais les sections à la recherche des cartes d'appareil quand je les trouvais. Un reçu de restaurant plié en 2. La date était un jeudi soir 6 semaines auparavant. Le restaurant était Verona, un restaurant italien haut de gamme sur Broad Street. J'avais suggéré d'y aller pour notre anniversaire le printemps dernier, et Paige avait dit que c'était trop cher. L'addition était pour 2 personnes. Le total était de $340. Je suis resté longtemps dans la cuisine, tenant ce reçu. Ma première pensée, et je n'en suis pas fier,
a été qu'elle avait peut-être emmené un client dîner. Cela arrivait tout le temps dans son monde. Mais les dîners avec des clients se faisaient sur la carte de l'entreprise. Il le devait pour des raisons fiscales. Paige me l'avait dit elle-même. J'ai remis le reçu à sa place. J'ai pris une décision à ce moment-là qui semblera probablement étrange à la plupart des gens, mais si vous avez suivi des histoires comme la mienne, vous comprendrez. J'ai décidé de ne pas la confronter. Pas encore. J'ai décidé d'observer. Je suis professeur d'histoire. La chose la plus importante que j'ai essayé de transmettre à mes élèves en 11 ans est la suivante, ne portez jamais de jugement avant d'avoir toutes les preuves. Source primaire, contexte, corroboration. Vous construisez votre dossier avant de présenter votre argument. Vous n'entrez pas dans la pièce en lançant des accusations que vous ne pouvez pas étayer, car une fois que vous faites cela, vous perdez l'avantage de l'information. L'autre partie serre les rangs. L'histoire change. Les détails disparaissent. Alors j'ai observé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai prêté attention d'une manière que je n'avais pas eue depuis des années. Pas une observation obsessionnelle, paranoïaque, juste des yeux ouverts. Paige avait commencé à porter son téléphone différemment. Il avait l'habitude d'être sur le chargeur de sa table de chevet. Maintenant, il était dans son sac à main ou dans sa main ou face contre le comptoir de la salle de bain quand elle était sous la douche. Elle riait différemment aux messages textes qu'auparavant. Il y a une façon particulière dont une personne rit lorsqu'elle essaie de le réprimer devant quelqu'un d'autre. Lèvres pincées, une petite expiration par le nez. Paige faisait ça, et elle avait recommencé à mettre du parfum pour aller travailler. Elle avait arrêté il y a environ 2 ans. Elle disait avoir lu quelque chose sur les parfums et la qualité de l'air dans les espaces de bureau. Mais 3 semaines avant la fête de promotion, une nouvelle bouteille est apparue sur sa commode. Maison Margiela, quelque chose de propre et de légèrement floral. Elle en mettait chaque matin en partant. J'ai tout remarqué. Je n'ai rien dit. Puis la fête est arrivée. Le jeudi de l'événement, je suis rentré de l'école pour trouver Paige déjà en train de se préparer. Elle était à la coiffeuse dans notre chambre, dans une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Des boucles d'oreilles émeraude foncé qui attrapaient la lumière. Elle était magnifique. Je le lui ai dit, et je le pensais. Comment suis-je, demanda-t-elle en faisant un tour sur elle-même. Comme quelqu'un qui mérite la promotion qu'elle obtient, ai-je dit. Elle a souri. Ne m'attends pas. Ces choses finissent toujours tard. Elle m'a embrassé sur la joue et a pris sa pochette. Il y a des restes de pâtes dans le frigo. J'ai attendu d'entendre sa voiture sortir de l'allée. Puis je suis monté, j'ai changé de vêtements et j'ai conduit jusqu'à une friperie sur Morse Road devant laquelle j'étais passé 1000 fois, mais où je n'étais jamais entré. Je dois m'arrêter ici et expliquer quelque chose. Le plan que je vais vous décrire n'était pas un stratagème prémédité et élaboré. Il ne venait pas d'un sentiment de rage ou de vengeance. Il venait de l'instinct d'un enseignant. J'avais besoin de voir les preuves de mes propres yeux en temps réel dans un environnement où personne ne s'attendait à ce que je sois là. J'avais besoin de connaître la vérité avant de décider quoi en faire. À la friperie, j'ai acheté une chemise blanche à boutons, un gilet noir et un pantalon noir uni. 9 $ au total. La chemise était légèrement grande, mais rien qu'un rentrage rapide ne pouvait arranger. Je suis allé au CVS d'à côté et j'ai acheté une paire de lunettes à monture noire simple dont je n'avais pas besoin. J'ai une barbe maintenant, que j'avais commencé à laisser pousser il y a environ 8 mois. Paige préférait quand j'étais rasé de près, mais je l'avais gardée quand même. Ce soir-là, la barbe et les lunettes ont suffisamment changé ma silhouette pour que je sois au plus vaguement familier plutôt que reconnaissable. Je me suis garé dans une rue latérale près de Northside. Je suis entré par l'entrée du rez-de-chaussée du Méridien et j'ai trouvé les escaliers de service. Voici le truc à propos de Columbus et des événements hôteliers en particulier. Le personnel de restauration, en particulier le personnel contractuel temporaire embauché par des agences pour des événements d'une nuit, est essentiellement invisible. Non pas parce que les invités sont cruels, mais parce qu'il y a une entente, un contrat social selon lequel ces travailleurs font partie de l'environnement. Ils portent des plateaux. Ils remplissent les verres. Ils disparaissent. J'avais assisté à suffisamment de collectes de fonds scolaires et de galas de district au fil des ans pour comprendre comment cette machine fonctionnait. Marcher avec détermination. Porteur quelque chose. Avoir l'air d'appartenir à la tâche, pas à la pièce.
J'ai trouvé un chariot de service près de la batterie d'ascenseur au 4e étage qui avait été chargé de plateaux d'amuse-gueule et n'avait pas encore été monté. Je me suis chargé dans l'ascenseur de service derrière 2 vrais membres du personnel de restauration qui m'ont jeté un coup d'œil, ont hoché la tête et sont retournés à leur conversation pour savoir si les Clippers allaient participer aux éliminatoires. J'ai hoché la tête comme si c'était un sujet sur lequel j'avais des opinions. Le toit était magnifique. Je dois bien l'accorder à Ashford & Cole. Les guirlandes lumineuses, l'horizon, l'odeur de la fin de l'été au centre-ville de Columbus, ce mélange particulier de béton chaud et de fumée de chariot de nourriture et quelque chose de floral provenant du jardin sur le toit de quelqu'un, un pâté de maison plus loin. Des tables rondes avec des nappes blanches, un bar ouvert le long du mur du fond, peut-être 70, 80 personnes, toutes habillées comme le font les gens qui travaillent dans le conseil en marketing lorsqu'ils célèbrent, élégantes sans trop en faire. J'ai posé mon plateau sur une table de service et j'ai commencé à parcourir la pièce. Les 15 premières minutes se sont déroulées sans incident. J'ai repéré 2 des collègues de pêche que j'avais rencontrés lors d'événements d'entreprise précédents. Aucun d'eux ne m'a regardé à 2 fois. J'ai offert des amuse-gueules. Les gens m'ont remercié, et j'ai continué. L'astuce avec ce genre de choses est de ne jamais s'arrêter de bouger, de ne jamais établir de contact visuel plus d'1 seconde et de ne jamais rester en suspens. J'ai trouvé Paige près du bar à l'extrémité du toit. Elle se tenait dans un petit groupe de collègues, riant, animée d'une manière qu'elle n'avait pas été à la maison depuis des mois. La voir comme ça, heureuse et vivante dans une pièce bondée, a provoqué quelque chose de compliqué dans ma poitrine parce qu'elle avait l'air vraiment heureuse. Et je n'avais pas été la source de ce bonheur depuis très longtemps. À côté d'elle se tenait un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, peut-être 32, 33 ans, avec des cheveux noirs et le genre de posture confiante et facile qui vient soit de beaucoup d'argent, soit de beaucoup d'attention, soit des deux. Son nom, j'allais l'apprendre plus tard, était Ryan Caldwell. Il était directeur de compte principal et avait rejoint la firme 14 mois auparavant en provenance d'une firme de Chicago. Ce que j'ai remarqué avant de connaître son nom ou quoi que ce soit d'autre sur lui, c'était sa main. Elle reposait sur le creux des reins de Paige. Pas de manière collégiale, pas de la manière dont on pourrait guider quelqu'un à travers une pièce bondée. C'était un geste familier, un geste possessif, la main d'un homme qui était habitué à être dans cette position particulière, et Paige ne s'en écartait pas. Je suis retourné vers la station d'amuse-gueule. Mes mains étaient stables. J'en ai été surpris. Je m'attendais à une sorte de réaction physique, de la colère ou de la nausée, ou l'envie de traverser la pièce et de dire quelque chose. Mais ce que j'ai ressenti à la place ressemblait plus à l'installation lente et froide d'un fait. Le genre de sentiment que vous avez lorsqu'un élève rend un devoir qui confirme une théorie que vous développiez depuis des semaines. Je savais déjà. Je le savais probablement depuis des semaines. Le voir n'a rien brisé. Cela a juste complété le tableau. J'ai continué à parcourir la pièce. J'ai rempli des verres de champagne. J'ai débarrassé des assiettes vides. Et j'ai écouté. 40 minutes après le début de l'événement, j'étais près de la balustrade nord quand j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. 2 femmes de la firme se tenaient près l'une de l'autre. L'une d'elles, une rousse en robe verte, l'autre une femme plus petite avec un bracelet en argent qui attrapait la lumière chaque fois qu'elle bougeait les mains. Elles parlaient de ce demi-murmure confidentiel qui signifie qu'elles avaient bu 2 ou 3 verres de vin et oublié que le personnel de restauration pouvait les entendre. Elle parle constamment de son mari, a dit la rousse. Jean, constamment. Chaque fois que quelqu'un mentionne quoi que ce soit sur sa vie de famille, elle pivote. Nous dînons avec Carter ce week-end. Carter et moi pensons à prendre un chien. Carter par-ci, Carter par-là. Intéressant. A dit l'autre femme sur un ton qui indiquait que ce n'était pas du tout intéressant, mais plutôt dérangeant. Pendant ce temps, la rousse a incliné la tête en direction de l'endroit où se tenaient Paige et Ryan. 3 mois au moins, d'après ce que j'ai entendu. J'ai posé mon plateau avec précaution sur la surface la plus proche. Ma mâchoire était serrée mais contrôlée. Elle parle constamment de son mari. Il y a quelque chose d'uniquement désorientant à apprendre que votre femme parle de vous à ses collègues tout en vous les cachant simultanément. Cela signifie que le mensonge qu'elle vivait ne visait pas à m'effacer. Il s'agissait de compartimenter. J'existais dans le récit, un substitut à la normalité, la preuve qu'elle était toujours une femme mariée avec une vie domestique stable, tandis que quelque chose de complètement différent existait dans les chambres d'hôtel.
Les téléphones face cachée et les reçus de restaurant pliés au fond du tiroir de garantie. J'ai repris mon plateau et me suis éloigné de la balustrade. 15 minutes plus tard, j'ai vu Paige s'excuser auprès du groupe. Elle s'est dirigée vers le coin le plus éloigné de la terrasse sur le toit, près d'une partition décorative en treillis et lyre grimpant, et a sorti son téléphone. Elle a tapé un instant, a souri à ce qui est revenu, puis l'a rangé. Ryan Caldwell, qui avait fait semblant de parler à un collègue près du bar, a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a suivi son chemin des yeux. Je savais exactement ce que je voyais. Je suis resté encore 25 minutes. Assez longtemps pour tout confirmer. Assez longtemps pour voir Ryan se pencher et lui dire quelque chose à l'oreille quand la foule s'est épaissie et que le bruit a augmenté. Assez longtemps pour la voir rire et presser brièvement sa main sur sa poitrine avant de reculer comme s'ils avaient fait ça 100 fois et pratiqué la distance exacte requise. Et puis je suis parti. J'ai repris l'ascenseur de service. J'ai traversé le hall, suis passé devant la réception, devant le couple qui se disputait sur l'heure de leur réservation, devant le bagagiste qui arrangeait les bagages près de la porte, et suis sorti dans la chaleur douce de Northside Street. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je me suis assis sur le siège du conducteur pendant 10 minutes sans démarrer le moteur. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison à Worthington. J'ai préparé une tasse de thé. Je me suis assis à la table de la cuisine où je corrige des copies le dimanche matin. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ce que j'avais vu. Voici la partie à laquelle je pense que les gens ne s'attendent pas quand ils entendent une histoire comme celle-ci. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je ne suis pas retourné à l'hôtel pour entrer dans la fête et dire les choses qu'un homme dans un film dirait. Je me suis assis à ma table de cuisine dans une chemise de friperie et j'ai ressenti plus que toute autre chose un épuisement profond et clarifiant. Pas l'épuisement d'une nuit, l'épuisement de mois de malaise latent à essayer de vous convaincre que les choses que vous remarquiez ne signifiaient pas ce qu'elles semblaient être. Cet épuisement s'est levé d'un coup, et en dessous, il n'y avait que du calme. J'ai pensé à 9 ans. J'ai pensé à l'appartement de Short North, où nous avions vécu nos 3 premières années de mariage, celui avec le radiateur qui claquait tout l'hiver, et le voisin du 3e étage qui s'entraînait à la batterie le dimanche matin. J'ai pensé au voyage en voiture dans les Smoky Mountains l'été après notre 3e anniversaire, quand Paige a eu une intoxication alimentaire quelque part près de Gatlinburg et que j'ai conduit 4 heures pour trouver la seule pharmacie ouverte à minuit. J'ai pensé à la fausse couche de la 6e année, dont nous n'avions jamais assez parlé, ce qui pourrait faire partie de la longue histoire de comment nous en sommes arrivés là, si je suis honnête. J'ai pensé au fait qu'elle parlait encore de moi à ses collègues. Carter par-ci, Carter par-là. Et je ne pouvais pas décider si c'était triste ou insultant, ou les deux. Paige est rentrée à 11h45. J'étais toujours à la table de la cuisine, le thé froid depuis longtemps. Elle a sursauté en me voyant. « Tu es encore debout ?» a-t-elle dit. « Oui », ai-je dit. Elle a posé sa pochette sur le comptoir. Quelque chose dans mon immobilité a dû l'alerter car elle ne s'est pas immédiatement lancée dans le résumé de la soirée comme elle le faisait habituellement après les événements de la firme. Elle est juste restée là, dans sa robe noire et son nouveau parfum, et m'a regardé. « C'était comment ?» ai-je demandé. « Bien », a-t-elle dit. « Bel endroit, des gens sympas, une bonne participation. Peut-être 70, 80 personnes. » Elle a ouvert le réfrigérateur, a regardé quelque chose en particulier, l'a refermé. « Tu n'as pas mangé les pâtes. »« Je n'avais pas faim, ai-je dit. » Elle s'est retournée et m'a regardé directement pour la première fois depuis qu'elle était entrée. Quelque chose changeait sur son visage. La couleur, l'aisance. Elle lisait la pièce comme le font les gens intelligents, comme elle l'avait toujours fait. « Carter », dit-elle lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai regardé un long moment. Ma femme dans sa robe de fête de promotion, la femme qui m'a dit que les conjoints n'étaient pas invités, la femme qui parlait apparemment constamment de moi aux gens qu'elle me cachait. « Je pense, ai-je dit, que nous devons parler. Pas ce soir, mais bientôt. » « De quoi ?» demanda-t-elle, bien que je puisse entendre dans sa voix qu'elle savait déjà. « D'honnêteté, ai-je dit. De ce à quoi les derniers mois ont vraiment ressemblé de mon point de vue. De Ryan Caldwell. » Le nom a atterri comme une pierre jetée dans une eau calme. L'ondulation sur son visage a été immédiate et indubitable. Un éclair de quelque chose de brut avant que le calme ne se réaffirme. Elle était douée pour le calme. J'avais toujours admiré ça chez elle.
Carter, commença-t-elle. Pas ce soir, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai pris ma tasse de thé froide et l'ai mise dans l'évier. Je ne suis pas en colère en ce moment. J'ai besoin que tu comprennes ça. Je ne vais pas rester ici à crier, et tu ne vas pas rester ici à mentir. Nous allons dormir et demain, quand je serai rentré de l'école, nous aurons la conversation que nous aurions dû avoir il y a 3 mois. Elle n'a rien dit. J'ai marché devant elle vers le couloir, puis je me suis arrêté. Paige, ai-je dit. Elle était toujours debout près du comptoir, immobile. Je suis content que tu aies eu la promotion, ai-je dit. Je le pense. Quoi que soit d'autre la vérité, je le pense. Je suis monté. La conversation du lendemain soir a été les 2 heures les plus difficiles de ma vie d'adulte. Je vous le dis franchement. Je n'ai pas commencé par le fait que j'étais à la fête. J'ai commencé par tout ce qui avait précédé. Le reçu de Verona, le changement dans son comportement avec son téléphone, le parfum, l'historique GPS qu'elle ne savait pas que j'avais remarqué sur le compte familial partagé que nous n'avions jamais pris la peine de séparer. La façon dont elle avait cessé de poser des questions sur mon équipe de baseball ou mes élèves. La façon dont les conversations s'étaient réduites à la logistique, au repas, aux horaires, à l'entretien de base d'une vie partagée sans véritable connexion en dessous. Je lui ai tout raconté méthodiquement, de la manière dont je présenterais des preuves à une classe sceptique. Pas en colère, pas en larmes, juste clair. Elle a pleuré, ce à quoi je m'attendais. Elle a d'abord nié, ce à quoi je m'attendais aussi, mais j'ai été patient, et finalement elle a cessé de nier. Ryan Caldwell était dans sa vie depuis janvier. Pas une aventure d'un soir, mais une véritable autre relation prolongée qui se déroulait en parallèle de la nôtre depuis 8 mois. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas voulu que ça arrive, ce qui est ce que les gens disent quand ils ont besoin de croire que des choses qui ont nécessité une planification considérable se sont produites spontanément. Puis je lui ai dit que j'avais été à la fête. L'expression sur son visage était quelque chose que je porterais avec moi pour le reste de ma vie. Pas de la culpabilité, bien qu'il y en eût. C'était plus proche du choc. La découverte que la situation qu'elle avait construite, l'architecture soignée de séparation et de compartimentation, avait une faille qu'elle n'avait pas anticipée. Son mari, le professeur d'histoire tranquille qui faisait du rôti en cocotte et entraînait le baseball junior, avait enfilé un gilet de friperie et était entré dans son monde sans y être invité. « Tu étais là » a-t-elle murmuré. « J'étais là » ai-je dit. Elle m'a demandé ce que j'avais vu. Je lui ai dit, pas cruellement, juste factuellement, sa main sur le creux de son dos. La façon dont elle avait suivi son regard quand elle pensait que personne ne regardait. La partition de l'hier. Le silence qui a suivi a duré près d'1 minute entière. « Que veux-tu faire » demanda-t-elle finalement. Sa voix était très faible. Je pensais à la réponse à cette question depuis 11 heures la nuit précédente. Ce que je vais vous dire est la partie qui surprend probablement le plus les gens parce que je n'ai pas demandé le divorce ce soir-là. Je n'ai pas appelé un avocat. Je n'ai pas fait un sac pour aller chez mon frère à Dublin, Ohio. Bien que j'y ai pensé, ce que j'ai fait était quelque chose de plus difficile. Je lui ai demandé la vérité, pas une version organisée et adoucie des événements conçus pour rendre la confession aussi indolore que possible. La vraie vérité. Chaque morceau qu'elle était prête à me donner. Et puis je lui ai dit que j'avais besoin de 3 choses. Premièrement, Ryan Caldwell devait cesser, pas se terminer progressivement, pas conclure respectueusement, cesser. Deuxièmement, nous devions aller voir un thérapeute, pas un médiateur de couple qui nous aiderait à négocier nos sentiments, mais un vrai thérapeute qui pourrait nous aider à comprendre comment nous en étions arrivés là. Parce que je croyais qu'il y avait un comment. La fausse couche que nous n'avions jamais vraiment traitée. Les années qu'elle avait passées à se sentir négligée dans sa carrière, tandis que moi, aussi inconsciemment que ce soit, parlais de ma propre vie professionnelle avec plus d'enthousiasme que je n'en ai jamais montré pour la sienne. La lente façon dont nous avions cessé d'être curieux l'un de l'autre. Troisièmement, elle devait être complètement transparente sur ce qui s'était passé et pendant combien de temps. Plus d'angles morts. J'avais vécu dans un brouillard de demi-vérité pendant des mois. Si nous devions avoir la moindre chance, j'avais besoin que le brouillard se dissipe. Paige a accepté les 3. Qu'elle tienne parole était une autre question, et une question à laquelle je ne pouvais pas répondre ce soir-là, mais quelque chose en elle a accepté. Nous sommes actuellement à 8 mois de ce jeudi soir sur le toit du Méridien.
Je ne vais pas vous dire que tout est réparé parce que ce serait malhonnête. Et s'il y a une chose que cette année a mise à nu, c'est mon appétit pour l'honnêteté. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes toujours en thérapie. Nous y allons un mercredi soir sur 2 dans un bureau sur Olentangy River Road, une femme nommée Dr. Suzanne Hartley, qui a une façon calme et inébranlable de poser des questions qui nous fait nous sentir à la fois compris et légèrement mal à l'aise. Ce qui est probablement exactement ce que la thérapie est censée être. Ryan Caldwell n'est plus chez Ashford & Cole. Paige lui a demandé de démissionner discrètement, et il l'a fait. Elle m'a dit que cette conversation avait été le moment professionnel le plus difficile de sa vie. Je l'ai cru. Le téléphone face cachée, vit à nouveau sur la table de chevet. Le mois dernier, pour la première fois dont je me souvienne clairement, Paige m'a posé des questions sur l'équipe de baseball. Pas de la manière dont on pose des questions sur quelque chose parce qu'on se sent obligé, mais avec de vraies questions de suivi. Elle s'est souvenue du nom du gamin qui avait du mal avec sa posture en mars et a demandé comment il s'en était sorti au tournoi de fin de saison. J'ai dû m'asseoir avec ça une seconde. C'était une si petite chose et ça m'a fait l'effet d'eau après une très longue sécheresse. Je ne sais pas comment cela se termine. Je veux être honnête avec vous à ce sujet car les scénarios qui règlent tout proprement à la fin ne vous rendent aucun service. Les vrais mariages sont des négociations permanentes entre deux personnes qui changent constamment. Ce que je sais, c'est que le mensonge a disparu. Et la version de notre vie qui était construite sur ce mensonge, aussi confortable qu'elle ait pu paraître de l'extérieur, a disparu avec lui. Ce que nous construisons maintenant est quelque chose de plus petit, de plus lent et de considérablement plus fragile. Mais c'est à nous. Vraiment à nous, peut-être pour la première fois. Il y a une chose que je dis à mes élèves chaque année au début de l'unité d'histoire sur les sources primaires. Je leur dis que l'hypothèse la plus dangereuse dans toute enquête est que vous savez déjà ce que les preuves vont dire. Vous devez entrer en étant vraiment ouvert à l'idée d'avoir tort. Vous devez être prêt à trouver quelque chose qui change tout ce que vous pensiez comprendre. Je suis monté sur ce toit dans un gilet de friperie en m'attendant à confirmer ce que je soupçonnais déjà. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point la vérité serait plus compliquée. Je m'attendais à la trahison. Je ne m'attendais pas à découvrir que ma femme s'était accrochée à notre mariage comme à une attache tout en faisant simultanément tout ce qu'elle pouvait pour y échapper. Je ne m'attendais pas à voir que le mensonge qu'elle vivait était aussi épuisant pour elle que celui qu'elle me faisait subir. Je n'excuse rien. Que ce soit clair. Elle a fait des choix qui m'ont blessé d'une manière que je suis encore en train de traiter avec le docteur Hartley un mercredi sur 2. Mais je comprends plus maintenant que le soir où j'ai trouvé ce reçu de restaurant au fond du tiroir de garantie. Sur la façon dont les mariages se refroidissent. Sur la façon dont les gens cherchent la chaleur dans la mauvaise direction. Sur la façon dont nous parlons des gens que nous aimons le plus à tout le monde sauf aux personnes elles-mêmes. Carter par-ci, Carter par-là. Si vous allez parler de votre partenaire à tout le monde autour de vous, envisagez de leur parler d'abord. C'est la leçon la plus simple que je sache tirer de tout cela. Et si quelque chose dans votre vie ne colle pas, allez-y et regardez, pas avec colère, avec les yeux ouverts et les mains stables. La vérité, quelle qu'elle soit, est toujours meilleure que le brouillard.